Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de l'ASFAR, pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Vincent Degausse pour parler de l'état des lieux de la médecine périopératoire et de ses enjeux. Bonjour Vincent. Bonjour. Tout d'abord, pourrais-tu définir la médecine périopératoire? Tout d'abord, est-ce que je peux me permettre de corriger un tout petit peu et faire en sorte que, par exemple, le titre de votre podcast soit Anesthésie et réanimation, médecine péropératoire, pour introduire le fait que ça devienne une des priorités de notre spécialité. Alors, pourquoi on considère que ça devient une spécialité à part entière et une priorité pour nous tous? Vous savez qu'on a fait d'énormes progrès pour contrôler la mortalité péropératoire. Depuis le début de l'anesthésie qui a commencé en 1847 jusqu'à nos jours, on a clairement et drastiquement diminué cette mortalité et maintenant on l'estime sur des échelles de 1 pour 100 000, voire un peu moins. En revanche, et vous le savez probablement parce que vous le voyez au jour le jour, la mortalité périopératoire reste encore assez prépondérante et on a du mal à la contrôler. Des études récentes estiment que ça correspond à la troisième cause de mortalité dans le monde, la gestion de la mortalité périopératoire après les pathologies ischémiques cardiaques et après les strokes. Donc, dans ce contexte, et sachant que les choses devraient ne pas s'améliorer parce qu'on va aller probablement vers une augmentation du nombre de malades avec des comorbidités, de par le vieillissement, de par certaines habitudes alimentaires et peut-être aussi des problèmes sociaux qu'on peut rencontrer dans nos pays, on va probablement avoir une gestion de ces complications post-opératoires qui vont augmenter. Et dans ce contexte-là, la réponse à ce sujet, c'est ce qu'on appelle la médecine périopératoire. Donc tu me demandes de définir cette médecine périopératoire. La médecine périopératoire, c'est à la fois de reprendre tous les éléments en rapport avec le parcours du patient, qui ont déjà été élaborés depuis à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, avec tous les éléments de RAC. Et donc la littérature est assez prolixe là-dessus. On a même des recommandations très bien faites par notre spécialité. Et y adosser une personnalisation du parcours de soins, stratifié sur à la fois le risque opératoire, et qui de mieux que l'anesthésiste pour anticiper et comprendre le risque d'une chirurgie, parce qu'on voit nos collègues chirurgiens opérer en direct, et en y intégrant toute la question des comorbidités, et donc s'adapter à chaque parcours, le parcours du malade qui a une insuffisance rénale, le parcours du malade qui a des problèmes respiratoires, le parcours du malade qui a un Parkinson. Et ça, c'est dès la consultation d'anesthésie qu'on doit anticiper toutes ces problématiques-là. Donc c'est ça la médecine péropératoire, c'est des éléments de parcours et des éléments de médecine pour adapter et être organisé pour éviter la morbimortalité périopératoire et donc pas juste péropératoire. Merci beaucoup. Et quels en sont les objectifs? Donc les objectifs, on les a déjà un petit peu abordés. Et si je dois faire une image un peu idéale de ce que pourrait être le périopératoire idéal, ce serait de réduire la mortalité périopératoire et évidemment principalement post-opératoire, c'est-à-dire considérer que le rôle du couple interventionnel anesthésiste, c'est la préparation du malade, c'est l'anticipation, la gestion du pérop, la salle de réveil et la sortie. Et quand on va jusqu'à la sortie, la fenêtre de tir où vraiment on doit être très très bon en termes de d'organisation, c'est les 15 premiers jours post-opératoires. C'est donc réduire ces complications post-opératoires qui sont beaucoup neurologiques, le délirium, les problèmes cognitifs, respiratoires, infectieuses, thromboemboliques, et puis réduire les réadmissions hospitalières. Tout ça dans un contexte médico-économique où on est contraint. On sait qu'on est un pays où on a une solidarité, tout le monde essaye de faire de son mieux pour éviter du gaspillage et donc on doit faire attention à nos coûts. Et pour cela, c'est vrai que si on diminue les durées de séjour, on sait qu'on va contraindre une partie des coûts et donc ça peut aussi aller dans cette réponse, c'est-à-dire en fait faire des retours à domicile dans des très bonnes conditions pour à la fois le confort du patient, pour la sécurité du patient et pour diminuer la morbimortalité. Dans ce contexte-là, on a des problématiques qui sont très importantes, c'est la gestion des maladies chroniques et faire en sorte que finalement un patient qui vient se faire opérer, euh, il ne doit pas vivre cette période opératoire comme un moment avec un trou dans sa prise en charge de sa maladie chronique, mais au contraire, un moment où on va renforcer toutes les précautions pour que la maladie chronique passe
cette intervention dans des bonnes conditions, avec un renforcement de de l'observance thérapeutique et des recommandations. Nous avons élaboré énormément de recommandations sur la gestion thromboembolique, des antiagrégants et tous ces traitements, et on doit renforcer cette observance pour que les patients puissent prendre leur maladie dans des bonnes conditions et prendre tout leur traitement. Et pour compléter, parce que c'est quand même aussi le but, la satisfaction du patient doit être optimale et on doit donc mettre en place tous nos organisations, recherches, tous nos objectifs vers une qualité de vie post-opératoire améliorée avec des marqueurs qui sont plutôt des PROMS, donc des Patient Related Outcomes Measures, qui vont dans le sens du patient qui va nous donner lui-même sa satisfaction, sa compréhension, son amélioration grâce à nos actions. Merci, merci. Ces réponses sont extrêmement claires. Selon toi, quels sont les enjeux futurs de cette discipline? Les enjeux futurs, c'est de bien comprendre qui sont les acteurs qui vont mettre en place cette médecine post-opératoire et de faire en sorte que justement notre spécialité, qui est là 24/24, qui participe à l'anticipation, à la préhabilitation, au PEROP, qui comprend bien le stress chirurgical, qui comprend bien comment notre collègue chirurgien ou interventionnel en fait va modifier la physiopathologie du patient et va finalement déstabiliser le patient. Euh, Comment cette spécialité-là rentre vraiment à bras-le-corps dans les outils, les organisations et les améliorations de prise en charge pour nos patients. Donc il y a un rôle de coordination, d'anticipation, de coopération. Donc évidemment, on ne fera jamais ça sans nos collègues chirurgiens, sans les interventionnels et sans certaines spécialités qui participent déjà aussi à l'amélioration de cette prise en charge. Entre autres, je pense aux gériatres. On a déjà vu l'expérience des UPOC qui marche très bien. Et donc c'est pas juste une juxtaposition d'actes techniques, ce qui pourrait d'ailleurs être une des écueils de cette T2A, hein, mais de bien comprendre le malade comme un parcours et que ce parcours doit être coordonné et que l'anesthésiste réanimateur médecine péropératoire est le coordonnateur dans la mesure où il est garant de la continuité de la sécurité du patient. Et on a cette chance et cette force, c'est qu'en fait, dans toutes nos structures, nous sommes les seuls à être là en permanence de soins 24/7. Nous sommes les seuls à connaître les dossiers et à les étayer aussi bien avec nos consultes d'anesthésie. Donc, on a énormément d'informations pour être certain qu'on va améliorer ces pratiques. Alors évidemment, ça va pas se faire sans modification. Donc il va falloir mettre en place des chartes de bonnes pratiques et de coopération pour bien comprendre le rôle du chirurgien, le rôle de l'anesthésiste. Et dans chaque structure, la charte doit être identifiée et doit finalement s'adapter aussi à la spécialité. Évidemment, par exemple, vous êtes en vasculaire, bah, les vasculaires, les chirurgiens vasculaires, ils aiment bien gérer eux-mêmes les anticoagulants. En revanche, les antibiotiques, ils y connaissent rien. Et si jamais vous êtes en neurologie, bah, moi, je vais laisser la main, par exemple, au neurologue sur le traitement anti-parkinsonien parce que c'est vraiment eux qui le gèrent. En revanche, pour tout ce qui est douleur, anticoagulant, antiagrégant, c'est moi qui vais prendre la main. Et donc ça, c'est intéressant qu'on puisse identifier des chartes pour chaque structure et aussi comprendre que notre rôle va être de faire le lien avec la médecine de ville. Et donc, dans notre organisation, le réseau ville-hôpital du périopératoire doit faire partie de notre priorité. Et donc, on lâche pas les malades dans la nature. Le retour à domicile doit être anticipé, armé avec des systèmes de réassurance, de sécurité pour vérifier qu'on emmène les patients dans des bonnes conditions. Alors après, tout ça c'est bien beau et ça nécessite évidemment des moyens. Et donc il nous faudra évidemment plus de médecins et plus d'anesthésistes réanimateurs. Ça tombe bien parce que la démographie va plutôt dans le bon sens. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'internes qui vont sortir de l'internat et qui vont probablement choisir notre spécialité. Et donc notre spécialité aura besoin d'un minimum de 600 internes par an pour pouvoir assurer l'anesthésie pour la chirurgie et l'interventionnel, les réanimations, qui sont évidemment des espaces où on est concerné quand il s'agit du péri-interventionnel, et puis donc maintenant la médecine péri-opératoire. Donc c'est 600 internes par an, c'est finalement un objectif assez simple à obtenir et qui va nous permettre d'assurer correctement, ça a été estimé par le CNER, les besoins pour assurer cette médecine péri-opératoire. Merci. Et la transition sur la dernière question assez facile. Du coup, on parle d'interne. Est-ce que, selon toi, c'est une discipline qui peut plaire aux jeunes, parce que c'est une discipline très transversale, et est-ce que ça leur plaît, les intéresse, selon toi? Je pense que de plus en plus, nos jeunes collègues comprennent que être le médecin responsable de toute la période péri-interventionnelle, c'est une force extraordinaire et c'est un métier passionnant. Certaines facultés ont commencé à mettre en place des enseignements pour les externes de médecine péri-opératoire.
et ça prend très bien parce qu'en fait, ça donne une envergure à notre métier qui, pour le moment, était très mal labellisé au sein des facultés parce qu'on voyait la spécialité comme juste de l'anesthésie, puis on commence à raconter que c'est l'anesthésie et la réanimation, et là maintenant on raconte en fait qu'on va faire de la médecine autour du malade opéré, et ça change complètement la vision que peut être notre métier. On a des outils aussi de formation pour le DESAR. Je pense qu'il y a plusieurs DESAR qui ont déjà aussi mis en place des séminaires de formation sur la MPO. Il y a un bouquin qui est une V1 qu'on a coécrit avec Sigismond Lazoki qui permet comme ça de voir les différents éléments justement de parcours de médecine qui permettent d'améliorer la prise en charge des patients. Et pour étayer le fait que je raconte pas tout seul que ça intéresse les jeunes, on a fait un questionnaire en vue de présenter au niveau de la SFAR justement un abstract, et on a demandé à tout le monde, est-ce que vous considérez que c'est votre rôle de s'occuper de la MPO? On a dichotomisé en moins de 10 ans d'expérience et plus de 10 ans d'expérience, et les résultats sont semblables. On est à peu près à 8,5 ou 9 sur 10 de, on va dire, prise en compte et envie de gérer la MPO chez donc les anesthésistes réanimateurs MPO. Donc on sent quand même que c'est une volonté, qu'il y a, grâce à cette vision de ce que peut être notre métier, une présence dans l'hôpital et un rôle dans le parcours du malade opéré, et justement pas un métier purement technique, mais un métier médico-technique qui offre énormément de sens auprès du malade, mais surtout qui offre la possibilité d'améliorer le parcours pour les patients. Merci beaucoup pour cet état des lieux complet sur l'anesthésie, réanimation, médecine périopératoire. Tout à fait. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je peux prendre encore une petite parole. On a essayé avec un groupe de travail, parce que vous savez qu'on a mis en place ces états généraux au mois de juin, et donc un groupe de travail a travaillé justement sur cette question de définition et enjeu. Et pour essayer de faire un moyen mnémotechnique sur ce que peut être la MPO, on s'est dit que finalement on pouvait retenir comme une main 5 doigts, et les 5 doigts ont chacune une lettre, et c'est 5 P. Et donc le premier P, ce serait parcimonieux. C'est vrai que c'est une possibilité par l'anesthésie-réanimation d'offrir cette MPO à moindre coût plutôt que d'ouvrir une nouvelle spécialité ou de demander à des généralistes de s'y coller. Deux, c'est parcours, et donc le fait qu'on offre la possibilité d'un parcours complet, de l'anticipation jusqu'à la sortie. Trois, c'est personnalisé. Quatre, c'est polycompétence, du technique jusqu'au médical, prenant en compte à la fois le bloc opératoire, les salles de réveil, les USIP, les réanimations, et enfin la permanence de soins que notre spécialité porte en son sein. Et donc finalement, ces 5 P qui sont entre nos mains, c'est offrir à un maximum de patients la possibilité de diminuer cette mortalité post-opératoire qui est catastrophique, et dont je rappelle que la fenêtre de tir, c'est les 15 premiers jours, et c'est là-dessus qu'il va falloir s'orienter. Un grand merci, Vincent. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. Merci beaucoup.